Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle Unipop Art, Littérature et Cinéma, l'Unipop du jeudi. Alors là, depuis une semaine, on a un drôle de hasard de calendrier avec 3 Unipop sur cette ère culturelle des langues slaves. Vous vous souvenez de la semaine dernière sur la littérature polonaise, à l'Unipop Histoire sur la littérature russe et donc aujourd'hui sur une cinéaste ukrainienne, soviétique. Donc j'invite à me rejoindre notre intervenante de ce soir, Eugénie Zonkin. Bonsoir. Merci de votre présence à Pessac. Alors, c'est l'occasion aujourd'hui de parler de Kira Muratova, de mettre en lumière, de remettre en lumière une cinéaste oubliée ou méconnue dans l'histoire du cinéma, qui a déjà fait l'occasion de 2 belles rétrospectives en 2019, la première au Festival La Rochelle Cinéma, à laquelle la Cinémathèque française s'est associée. C'est aussi beaucoup grâce à vous, puisque vous faites des relais entre les ayants droit à Odessa et les distributeurs ici en France. Donc on essaie également de s'y associer ici à l'Unipop, grâce à vous. Et donc avec cette séance découverte de cette cinéaste. Vous étiez déjà venu l'an dernier pour une autre découverte d'une autre cinéaste femme, Binka Jeliaskova, et vous avez aussi, vous nous avez aidé à faire l'interprétation, la traduction lors de la très belle rencontre avec Andrei Tsiagintsev, vous vous en souvenez sûrement, c'était Eugénie qui était là. Donc Eugénie, pour vous présenter, vous êtes historienne du cinéma, chercheuse, critique, professeure d'études cinématographiques à Paris 8. Et Kira Muratova vous accompagne depuis de longues années, puisque vous avez soutenu votre thèse en 2009 sur Kira Muratova. C'était intitulé « Les états de la dissonance dans le cinéma de Kira Muratova ». Et Kira Muratova vous accompagne et vous porte depuis tout ce temps. Vous l'avez connue également. Et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le cinéma soviétique, russe, contemporain. Donc quelques-uns sur Kira Muratova, et celui qu'on propose ce soir à la signature, c'est « Regarder attentivement les rêves ». Donc c'est le titre d'un scénario d'un film qui n'a jamais pu se tourner. Et donc vous proposez cette traduction de ce film rare, de ce scénario. Vous avez pu retrouver et exhumer des archives de Kira Muratova et une très belle présentation de l'objet. Donc merci d'être ici à Pessac et je vous souhaite une très bonne Unipop. Merci beaucoup. Merci pour ce bel accueil. Voilà, je suis très heureuse de venir parler de cette cinéaste. Effectivement, c'est une cinéaste qui ne me lâche pas d'une certaine manière. Je travaille beaucoup depuis très très longtemps sur son œuvre. Et je me permets du coup de commencer par cette anecdote. Quand j'ai enfin rencontré mon idole, donc Kira Muratova, je travaillais déjà depuis quelques années à ma thèse, et elle est passée au studio d'Odessa où je travaillais dans les archives. J'étais en train de fouiller dans la poussière pour retrouver des documents méconnus. Et on s'est assis sur le banc et elle a été toujours très méfiante, Muratova. Elle a dit « Ah oui, vous avez choisi de travailler sur moi parce que je suis une femme ». J'ai dit non, j'ai choisi de travailler sur votre œuvre parce qu'une thèse en France, ça dure 5-6 ans et qu'il ne fallait pas que je me lasse des films, donc j'ai pris les films dont je n'allais pas me lasser. Je crois que j'ai bien répondu parce que... Voilà, après, elle a bien voulu discuter avec moi, elle m'a invité chez elle, etc. Et effectivement, le fameux scénario, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'était une trouvaille en fait chez elle, rangée au fin fond d'un placard chez elle. Personne ne lui avait jamais demandé ce scénario et moi, je rêvais de le lire. Et voilà, donc il s'en est suivi cet ouvrage. Alors, Kira Muratova, alors on va peut-être mettre... Voilà, super, merci beaucoup. Alors j'ai appelé ça les harmonies dissonantes de Kira Muratova. Donc la question de la dissonance, on va y revenir, mais c'est quelque chose qui traverse, je pense, son œuvre de façon assez claire. C'est une cinéaste, donc quelques mots sur sa biographie. Elle naît en 1934 à Soroki, donc c'est une région qui est à l'époque la Bessarabie, donc ça sera ensuite la Moldavie. Elle naît de père russe et de mère roumaine. Elle va presque toute sa vie ensuite travailler en Ukraine. D'abord l'Ukraine soviétique, puis l'Ukraine indépendante. Voilà, donc c'est une cinéaste déjà avec des origines, des sources d'inspiration très multiples, culturellement parlant. Et c'est une cinéaste qui a beaucoup de caractère. C'est une femme assez incroyable depuis assez jeune. En fait, comment est-ce qu'elle atterrit en fait en Ukraine et à Odessa? Elle va rencontrer son nom de jeune fille, c'est Kira Korotkova. Au VGIK, à l'école de cinéma de Moscou, elle va rencontrer Alexandre Muratov, qui est le fils d'un poète un peu connu ukrainien. Et quand ils finissent leurs études tous les deux, ils commencent à co-réaliser des films et on leur propose en fait d'aller au studio d'Odessa. À l'époque, c'est un studio qui est en plein essor. Il y a un jeune directeur de studio très motivé qui en fait monte à Moscou, vient voir les jeunes diplômés pour leur dire venez, il va se passer des choses ici. Donc il va attirer toute une jeune génération de gens très talentueux à venir travailler dans ce studio.
Donc, Alexandre et Kira co-réalisent d'abord 2 films. Donc voilà, le premier film, c'est leur film de fin d'études au Geek, c'est Au bord du ravin abrupt, 1961. Et puis Notre pain honnête, 1964, qui est leur premier long métrage. Ce sont des films qui sont plutôt intéressants, mais j'avoue que quand moi je les regarde aujourd'hui, la plupart des gens, quand on les regarde aujourd'hui, c'est pour y déceler ce qu'il y avait déjà en promesse de la future cinéaste Kira Muratova à venir, puisque après ces 2 films-là, en fait, les époux se séparent. Alexandre Muratov part faire carrière à Kiev, la capitale de l'Ukraine soviétique. C'est Kiev, c'est pas Odessa, et donc lui se pense promis à une grande carrière de cinéaste. Il va faire des films toute sa vie, mais l'histoire du cinéma ne va pas vraiment retenir son nom, alors qu'elle va rester donc à Odessa, à s'occuper seule de leur fille, et va continuer à faire des films seule. Et quand j'ai rencontré bien plus tardivement Alexandre Muratov, il m'a dit Kira a eu beaucoup de chance que je la quitte. Ça lui a permis de devenir l'immense cinéaste qu'elle devait devenir. Bon, ça c'est les petits arrangements avec sa propre morale, mais en tout cas, voilà, effectivement, c'est à partir du moment où elle fait des films toute seule qu'elle s'affirme en tant que cinéaste, et c'est avec le film que vous avez vu tout à l'heure, c'est avec Brève rencontre, qui est elle considère que c'est son premier film, c'est donc le premier long métrage qu'elle réalise seule. Et tout de suite, les ennuis vont commencer. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une cinéaste qui... Pourtant, il n'y a rien de spécialement choquant dans ce film, mais c'est une cinéaste qui va très très tôt défendre vraiment sa manière de faire du cinéma, qui est très singulière, qui propose de traverser des subjectivités, et ça va tout de suite déranger. Donc dès ce premier film, en fait, elle va avoir des difficultés avec la censure, et elle va en avoir de plus en plus, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et qui ne se laisse pas faire. Sur un film beaucoup plus tardif, j'aime bien raconter cette anecdote, j'ai trouvé dans les documents justement au studio d'Odessa une rédactrice, alors on appelait à l'époque ça les rédactrices, les rédacteurs, c'est les gens qui étaient en fait censés contrôler le processus de fabrication des films, et donc bon, on va dire en fait c'est des censeurs, mais on les appelait pas des censeurs, on les appelait les rédacteurs parce que leur but était d'améliorer l'œuvre. Et donc voilà, une rédactrice qui se plaint au directeur du studio d'Odessa, elle lui fait une note en disant: camarade Muratova ne m'a pas permis d'assister à la sonorisation du film à laquelle j'étais venue assister, en me disant: écoutez, la sonorisation d'un film pour moi c'est du plaisir, votre présence ici non, veuillez sortir. Voilà. Donc vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire dans le contexte soviétique, voilà, en pleine stagnation. Voilà, donc c'est une cinéaste qui va s'affirmer et qui va aussi être tellement singulière qu'elle ne fera jamais d'une certaine manière école. On peut prendre quelqu'un qui est pratiquement de la même génération qu'elle, Andrei Tarkovsky, qui va énormément, on va dire, influencer les cinéastes d'après, qui vont le prendre comme un modèle, comme un exemple. Et Muratova, tout en étant à la fois extrêmement reconnue et admirée bien des années après, ne fera pas école. Elle ne cherche pas à donner de leçons, à expliquer comment faire des films. Voilà, elle a sa manière de faire très singulière. Et donc, voilà, c'est peut-être une partie qui explique pourquoi c'est une cinéaste qu'on a eu un peu du mal à inscrire dans l'histoire du cinéma soviétique, post-soviétique, et puis l'histoire du cinéma mondial, même si elle a toute sa place. Alors, donc voilà, c'est son esprit de résistance. Alors, voilà, j'ai choisi cette belle photo. Alors, en fait, elle n'est pas du tout en train de pleurer, elle est en train de travailler sur un tournage, mais je trouve que ça exprimait bien l'idée des conflits. Donc, un des premiers films qui va être censuré, c'est justement ce fameux « Regardez attentivement les rêves » qu'elle coécrit avec Vladimir Zouev. C'est un film qu'elle souhaitait faire entre Brève rencontre et Les longs adieux. Donc c'est particulièrement intéressant pour nous ce soir, puisque il se trouve que ce soir, vous avez vu Brève rencontre et vous allez voir Les longs adieux. C'est peut-être son scénario le plus intime, le plus personnel. Et c'est aussi ça qui m'a beaucoup touchée quand j'ai trouvé enfin ce scénario. Je voulais absolument le lire parce que j'avais lu juste quelques témoignages de Muratova qui disaient qu'elle avait été littéralement malade, tellement elle avait envie de faire ce film pendant 3 ans. Et en fait, ça n'a pas été possible. Le film raconte l'histoire d'une jeune peintre qui hésite énormément, qui est tiraillée, on va dire, entre sa vie de mère et de femme et sa vie d'artiste. Elle a du mal à concilier les deux et elle est constamment, du coup, tiraillée aussi entre 2 mondes, un monde réel et un monde fantasmé,
où elle bascule périodiquement. Et on ne sait pas très bien où elle est, si elle est dans son esprit, si elle est dans une espèce de monde parallèle, si elle rentre dans des tableaux, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et alors ce genre d'incertitude, évidemment, ça déplaisait beaucoup aux organes de censure. Et donc le scénariste Vladimir Zouev m'a raconté qu'on n'arrêtait pas de les convoquer dans l'organe de censure local avec quelqu'un qui regardait le scénario, qui leur disait « Bon, mais là, cette séquence-là, ça se passe pour de vrai ou pas ?» Et eux, à chaque fois, ils disaient « On ne sait pas. » Et en fait, ça ne convenait pas. Donc, malgré leur combat pendant 3 ans pour essayer de faire passer le scénario, il n'est jamais passé. Donc, il ne s'est jamais tourné. Mais à la fois, c'est ça qui est aussi très beau, puisqu'on parle aussi, entre autres, ici de l'ère slave depuis un peu plus d'une semaine, dans des territoires comme celui-là, comme il y a beaucoup de censure, quand on écrit l'histoire de l'art, l'histoire du cinéma, on doit l'écrire aussi avec les hiatus, les manques, avec ce qui ne s'est pas fait, mais qui a d'une certaine manière énormément impacté ceux qui voulaient faire ces films-là, ceux qui voulaient écrire ou publier ou mettre en scène ces pièces de théâtre. Et donc en fait, cette œuvre qui ne s'est jamais faite en tant que film, elle a en réalité influencé énormément tout le cinéma de Muratova. Et donc voilà, si vous voulez découvrir ce scénario qui en fait se présente comme une nouvelle que j'ai traduit, et puis un peu mes commentaires qui permettent de le resituer dans l'œuvre de Muratova, c'est dans le petit livre. Alors, autre exemple, vraiment le moment où ça va vraiment énormément se tendre pour Muratova, ça va être au moment de Parmi les pierres grises. On est en 1983. En fait, déjà avant, elle a eu un autre projet qui a été avorté, qui s'appelle Princesse Marie, qui devait être une adaptation de Lermontov, d'un morceau de Lermontov, le héros de notre temps. Puis elle est partie tourner à l'Enfilm, à Saint-Pétersbourg, en pensant qu'elle y serait mieux. Puis en fait, le film qu'elle y fait, En découvrant le vaste monde, finalement, pose également énormément de problèmes à la censure. Donc elle revient à Odessa. Et là, on lui dit, ça c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant dans l'esprit soviétique, on pense que l'importance de la réussite idéologique des films correspond alors à leur thématique, ou au fait, est-ce que c'est des films sur l'époque contemporaine? Alors là, ceux-là, il faut vraiment les réussir idéologiquement. Si c'est des films, par exemple, ça s'est passé de la même façon, par exemple, pour Tarkovsky. On lui a dit, t'arrives pas à faire des films sur l'époque contemporaine, fais de la science-fiction. C'est moins grave de rater un film de science-fiction, par exemple. Muratova, ça va être un peu ça, on va lui dire, t'as qu'à faire un film pour enfants. Donc Parmi les pierres grises, c'est censé être un film pour enfants. C'est une adaptation d'une nouvelle de Korolenko, qui est vraiment une nouvelle à destination des enfants, sauf que Muratova fait du Muratova. Donc ça ne passe pas du tout. Et sauf qu'on est en 83, on rentre vraiment dans le très très dur de la stagnation. Et à ce moment-là, en fait, ça achoppe. Et au moment de finir le film, en fait, on ne la laisse pas faire ce qu'elle veut. On va lui prendre le film, on va le faire monter par un monteur sans aile. Et les chutes vont être détruites. Donc c'est d'une extrême violence. En fait, le film tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il est accessible aujourd'hui, c'est pas vraiment le film de Muratova. Alors ce qui est très fort quand même, c'est que ça reste malgré tout bien un film de Muratova. Il est très singulier. Mais Muratova, évidemment, se bat contre cette décision, contre cette manière de travailler. Et là, ce que je vous ai mis en PowerPoint, c'est des télégrammes qu'elle envoie désespérés au studio et à Moscou, où se trouve le principal organe de censure, le Goskino URSS, en leur disant « Je proteste vigoureusement contre le fait que vous amendiez mon film sans ma présence ». Et puis, face au fait qu'on l'ignore totalement, elle finira par dire « Je veux qu'on enlève mon nom de famille ». Et ça, en fait, elle pense qu'ils vont pas pouvoir le faire parce que la plupart du temps, on préfère éviter les conflits et les scandales, sauf qu'en fait, malheureusement, là, elle pousse un peu trop fort. Et là, voilà, un autre document d'archives, s'il y en a parmi vous qui savent lire le russe, on voit bien qu'on voit réalisatrice Kira Muratova à gauche, ça c'était les documents pour faire le générique avant les télégrammes, et après les télégrammes, scénario et réalisation, Ivan Sidorov, ce qui veut dire Jean Dupont, si vous voulez. Voilà. Donc en fait, on va enlever son nom et à partir de là, elle va être congédiée du studio d'Odessa, ce qui n'arrive en général vraiment jamais à cette époque-là. Et elle ne sera finalement réhabilitée qu'en 87-88, c'est-à-dire au moment de la perestroïka. Ces films vont être traduits pour la première fois et vont arriver pour la première fois en Occident. D'abord à Locarno. En France, c'est le Festival des films des femmes à Créteil qui va être le premier à montrer ces films.
Quand Michel Simon, le grand critique de positif, découvre les films de Moratova à Locarno, il écrira cette petite phrase qui dit, je pense, toute l'ampleur en fait, du désastre. Il dit « On découvre ». Donc une cinéaste absolument incroyable, et c'est une cinéaste de 50 ans dont aucune encyclopédie ne mentionne le nom. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces films avaient été, comme on dit, rangés sur l'étagère et rendus invisibles pendant toutes les années, en fait, voilà, entre 67 où elle va faire Brève rencontre et jusqu'à 87 où les choses se redétendent et ces films vont ressortir. Donc ça sera finalement une des cinéastes les plus censurées en Union soviétique de la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis arrive ensuite la perestroïka, l'indépendance de l'Ukraine. Les années 90 sont des années très difficiles, donc c'est très difficile de faire des films. Et puis à partir des années 2000, elle pourra refaire des films de façon un peu plus simple et elle sera de mieux en mieux soutenue pour le coup par le gouvernement et par le ministère de la Culture ukrainien. Alors voilà, quelques mots de sa biographie, mais je ne vais pas non plus trop m'attarder dessus parce que Moratova avait cette phrase très forte. Elle disait « Moi, je ne veux pas qu'on parle de moi, je ne veux pas qu'on raconte ma vie ». D'ailleurs, quand elle est décédée, elle n'a pas souhaité avoir de lieu de sépulture. Elle a demandé à ce que ses cendres soient répandues dans le vent en disant « Je veux que ce qu'il reste de moi, c'est mes films ». Donc, si vous voulez bien, parlons des films. Alors, voilà, j'ai pris quelques thématiques avec lesquelles je vous propose de traverser un peu son œuvre. Alors évidemment, pas de façon complète, mais on va essayer un petit peu de traverser comme ça. Et je vous montrerai des extraits de différents films pour qu'on essaye un petit peu de voir quels sont les thèmes et les motifs et les procédés qu'elle a tendance à utiliser. Donc voilà, d'abord, les solitudes croisées. Alors, si vous voulez, on va peut-être revoir, si vous voulez bien, je sais que vous venez de le voir, mais un tout petit extrait de Brève rencontre que j'aime beaucoup et qui va me permettre de développer cette idée des solitudes croisées. Voilà, j'adore ce passage. Et il se trouve qu'il concentre aussi, je pense, un procédé ou un motif très récurrent chez Moratova, ces fameuses solitudes croisées. C'est-à-dire, en fait, on voit la même chose ou la même personne, mais on ne la voit jamais de la même manière. Et Moratova souligne sans arrêt ces subjectivités qui ont du mal à se raconter l'une à l'autre, du mal à se comprendre. Le film, à nous permet peut-être de comprendre ces subjectivités, mais les personnages eux-mêmes ont du mal à sortir de leur point de vue, à comprendre l'autre. Donc ici, évidemment, alors ça commence déjà dès qu'on est en bas de l'immeuble avec cette magnifique phrase, c'est pas une femme, c'est un responsable administratif. Et si vous vous souvenez du film, vous venez de le voir, il y a une autre séquence à laquelle, qui fait écho à celle-ci, en fait, c'est celle où elle est chez le coiffeur, et quand elle sort, ils disent « Ah, mais tu n'aurais pas dû parler devant elle, c'est quand même un responsable administratif haut placé ». Elle dit « Bah non, c'est une nana comme les autres ». Voilà. Et donc, on voit bien, en fait, comment chacun voit ce qu'il veut voir dans l'autre, et jamais, en fait, le tableau complet, jamais la vraie complexité du personnage. Donc voilà, on la rabat, c'est une femme, c'est pas une femme, c'est ci, c'est ça. Et puis il y a ce moment incroyable, donc voilà, où Valentina Ivanovna monte donc à l'étage et qu'elle regarde donc avec Nina la même vue. Et elle ne voit pas la même chose en regardant la même vue. On a Valentina Ivanovna, donc je ne sais pas si vous avez bien compris d'ailleurs qu'elle est jouée par Kira Moratova elle-même, qui donc n'a pas spécialement de vocation d'actrice. C'est le seul film d'elle où elle va jouer. Elle s'est retrouvée à jouer là presque par hasard parce qu'en fait elle avait casté une actrice qui finalement ne la satisfaisait pas et au dernier moment, au bout d'1 ou 2 jours de tournage, elle s'est rendue compte que ça n'allait pas et elle l'a remplacée au pied levé. C'est pas mal quand même. Je la trouve vraiment formidable dans le film. Et ben donc Valentina Ivanovna, c'est une femme de la ville, c'est une citadine, donc elle regarde cette vue avec les immeubles, avec les chantiers, et elle trouve ça, elle dit quand même c'est pas mal, hein, la vue est pas mal. Et qu'est-ce que voit Luba qui est à côté d'elle? Elle voit la route qui mène jusqu'à son village, parce qu'évidemment elle s'est à ce moment-là déjà tout à fait rendu compte qu'elle aurait jamais dû venir en ville, que cet endroit n'est pas pour elle. Et évidemment elles ne se comprennent pas. C'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas bien compte du fait de qu'est-ce que voit ou qu'est-ce que croit voir l'autre dans ce paysage. Mais en revanche, le film vient nous faire épouser comme ça la subjectivité de Luba de façon assez incroyable, avec ce très beau plan où elle est à la fois vraiment très près de la caméra et elle est à la fois au fond de l'image. Et on plonge comme ça dans un souvenir. Et dans ce souvenir, de nouveau, il y a
deux jeunes femmes qui s'entendent bien, qui se parlent, mais qui ne se comprennent pas pour autant. Puisque qu'est-ce qu'il y a? En fait, elles n'ont pas du tout les mêmes pensées. Il y en a une qui est dans une humeur très élégiaque, qui parle du temps qu'il fait, et l'autre, vous vous rappelez, qui est une jeune femme assez drôle, qui est jouée par une actrice non professionnelle, mais qui est géniale, Lydia Basilskaya, et qui, donc, en fait, elle pense aux garçons, enfin, elle n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Donc en fait, tout le cinéma de Moratova va être comme ça, construit sur des dialogues monologués, des soliloques, des difficultés de compréhension. Et une fois de temps en temps, soudain, cette impossibilité, cette difficulté à se comprendre sera résolue. Et donc ça, c'est des grands moments de soulagement dans les films que Moratova nous préserve quand même, comme par exemple la très très belle fin, évidemment, de Brève rencontre que vous avez déjà vue, voilà, où il y a quelqu'un qui a fini par se mettre à la place de l'autre et par du coup céder très élégamment sa place. Voilà, donc il y a presque toujours dans les films de Moratova un moment où tout d'un coup la compréhension mutuelle est possible, mais elle est toujours extrêmement compromise, extrêmement difficile et la plupart du temps empêchée. Et c'est pourquoi aussi des solitudes, parce qu'il manque toujours quelqu'un. Alors voilà, un seul être vous manque, ça c'est un peu pour la blague, mais évidemment tous les films de Moratova sont traversés comme ça par des absents. Alors les longs adieux, c'est les images au-dessus. Vous verrez, il y a un père lointain, donc qui est assez présent du coup autrement que dans la diégèse. Évidemment, dans Brève rencontre, c'était le fameux Maxime, le géologue, qui est donc jamais là. En fait, il n'est jamais là dans le présent diégétique du film. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il n'existe que dans les flashbacks ou comme une voix au téléphone ou une voix enregistrée. En fait, il n'est jamais là dans le présent diégétique du film. Donc, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, ces femmes passent leur temps à penser à cet homme qui n'est pas là. Et donc, cet absent est rendu très présent par leurs émotions, par leurs pensées. Parmi les pierres grises, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vient de perdre sa mère. Et toute l'histoire du film, c'est la solitude de ce petit garçon extrêmement malheureux et qui n'arrive pas à nouer le dialogue avec son père, qui s'est retrouvé donc veuf et qui est complètement broyé par le chagrin, qui le rend en fait à ce moment-là complètement incapable de communiquer avec son fils. Donc voilà, et Syndrome asthénique, qui est donc le dernier film soviétique de Moratova, puisque donc il date de 89. C'est le moment où elle a recommencé à faire des films, elle n'est plus censurée. Il y a en fait un film dans le film, et toute la première partie du film commence par une série d'enterrements, et on suit cette femme, Natalia, qui vient de perdre son mari, voilà, et qui est donc de la même manière complètement détruite par le chagrin. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très très obsessionnel chez Moratova. Et voilà, si on regarde ces films post-soviétiques ukrainiens, c'est un peu la même chose. Par exemple, voilà, Mélodie pour orgue de Barbarie. Là, vous voyez, je suis beaucoup plus loin. 2009, c'est pas son dernier film, je crois que c'est son pénultième. Eh bien, c'est l'histoire de deux enfants dont la mère est décédée. Et ils vont chercher leur père en ville parce que sinon ils vont être envoyés en internat, enfin à la DAS en gros, et séparés, et ils ne veulent pas être séparés, donc ils cherchent leur père pour les recueillir. Et donc de nouveau un absent qu'on cherche et qui va en fait qui va briller par son absence et dont en fait le manque va traverser, construire d'une certaine manière tout le film. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très présent dans l'œuvre de Moratova. L'autre chose que vous avez peut-être déjà un petit peu perçue dans Brève rencontre, mais qui va se déployer de plus en plus fort dans la suite de sa carrière, c'est, alors moi j'appelais ça les dissonances et les arythmies. C'est-à-dire, c'est une cinéaste qui en fait se permet de construire ses films un peu contre une logique d'économie narrative, de logique narrative, et l'expérience sensorielle du film prime avant tout. Donc si elle ne faisait pas des films de fiction, on pourrait presque dire que parfois ça frôle l'expérimental. Plus elle avance dans son cinéma, plus ça va peut-être être le cas. Et en même temps, pourtant, elle reste toujours avec des récits fictionnels très structurés. Mais voilà, il y a quand même un amour de la forme et de l'expérimentation. Et ce que je vous propose pour le découvrir, c'est de voir, en fait, donc le tout début, c'est vraiment les 4 premières minutes de Changement de destinée. Changement de destinée, c'est le premier film qu'elle fait après sa réhabilitation. Donc Changement de destinée, c'est pas un titre pris au hasard, puisque c'est son changement de destinée à elle aussi. Et elle est enfin tout à fait libre de faire comme elle a envie. Et je vous laisse regarder, je vous explique rien, et je vous expliquerai ce qui se passe après.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, Changement de destinée, c'est une adaptation de la nouvelle La Lettre de Somerset Maugham. Et ce qu'on comprendra plus loin dans le film, c'est que donc, l'héroïne principale, qui est jouée par Natalia Leblay, qui était une actrice fétiche de Muratova, en fait a assassiné son amant. Et elle doit ensuite présenter une version crédible de pourquoi elle l'a assassiné. Elle va prétendre qu'elle voulait lui demander un conseil pour offrir un fusil à son mari et qu'il l'a agressé et que donc elle l'a tué pour se défendre. Alors qu'en fait, elle l'a tué en réalité par jalousie. Donc en fait, elle est en train de répéter la version qu'elle va retenir par cœur pour la dire à son avocat, au juge, etc., etc. Et alors, qu'est-ce qu'on voit à l'image? Alors ça, c'est encore plus étrange parce qu'on est dans une espèce de jardin d'hiver, on ne sait pas très bien, dans une sorte de jungle, mais à l'intérieur. Et puis, en fait, on les voit redire les mêmes répliques, parfois in, parfois off, et refaire des gestes différents dans différents endroits. Alors, est-ce qu'elle est en train d'inventer exactement comment ça s'est passé, ou est-ce qu'on est tout simplement dans son esprit, dans une espèce de jungle un peu sauvage de cette femme qui vient d'assassiner quelqu'un et qui est en train d'essayer d'élaborer une stratégie. Donc, est-ce qu'elle repense à des gestes à la fois amoureux qu'ils ont eus, et en même temps, elle est en train d'inventer qu'est-ce qu'elle va prétendre qu'il a eu comme geste, et elle comme geste, parce que parfois, elle a l'air de se débattre, parfois, au contraire, elle a l'air de s'abandonner complètement dans ses bras. En fait, le film ne donne pas de réponse définitive. C'est le fameux de « on ne sait pas si c'est vraiment arrivé ou pas ». Vous voyez le fameux « regardez attentivement vos rêves ». On est vraiment dans l'intérieur de la tête du personnage et on ne peut pas trancher, en fait, pour savoir si les choses sont vraiment produites ou pas. Et ce n'est pas l'enjeu, parce que l'enjeu, c'est évidemment de nous faire entrer dans cette espèce d'univers où on sent qu'il y a une forme de sauvagerie. On entend d'ailleurs les chiens qui hurlent. En fait, on les entendra hurler plus tard dans le film au moment de l'assassinat. Donc, en fait, c'est déjà quelque chose qui vient qui apparaît là. Et puis, évidemment, il y a ces fameuses répétitions. Alors, à l'époque soviétique, qu'est-ce qu'on a pu embêter Muratova avec ces répétitions? On lui disait toujours, mais c'est pas possible, les gens font pas comme ça en vrai, c'est pas réaliste. Et on lui demandait toujours pourquoi dans vos films les personnages répètent beaucoup les choses. Et elle disait, bon, déjà, d'une part, en vrai, souvent on répète les choses. Et deuxièmement, elle disait, mais dans un opéra, quand quelqu'un chante « Je meurs », il peut le chanter 10 fois. Vous n'allez pas lui poser la question. Il fait ça parce que c'est beau. Eh bien, chez moi, c'est pareil. Je fais ça parce que c'est beau. Voilà, donc il y a un vrai plaisir de jouer comme ça, avec le son, avec la répétition, comme en créant des espèces de rimes cinématographiques, des variations. Vous avez vu là plusieurs variations autour des mêmes répliques. Voilà, et c'est quelque chose qui va évidemment traverser tout son cinéma, qui va se déployer de plus en plus fort au fur et à mesure de ses films. Alors, et donc, alors, quand elle dit c'est beau, voilà, ça c'est sa version de la beauté. Et ce qu'elle aime beaucoup, justement, c'est réinventer d'une certaine manière des normes de beauté. Le film qui s'appelle En découvrant le vaste monde, qu'elle a fait en 1979, c'est un exemple assez incroyable parce qu'en fait, c'est le fameux film qu'elle est partie faire à Saint-Pétersbourg. Elle est partie à l'Enfilm et elle adapte là elle travaille à partir d'un scénario un écrivain et scénariste soviétique, Grigory Baklanov, qui était vraiment un scénariste soviétique bien sous tout rapport. Et c'est un scénario d'un film de chantier. Le film de chantier, c'est presque un espèce de sous-genre du cinéma soviétique. J'ai un peu travaillé sur ça d'ailleurs, à cause de ce film, qui a ses normes, qui a ses rituels un peu, qui a sa structure narrative. Et alors, Muratova arrive dans tout ça, fait tout imploser de l'intérieur, ce qui fait que la fin de chantier est au milieu du film. Tout est complètement déstructuré. C'est plus du tout l'idée qu'on se faisait d'un film de chantier. D'ailleurs, l'histoire d'amour qui est au centre du film, c'est une histoire d'amour entre des gens, mais qui ne sont pas du tout des héros de la productivité. Donc, on est vraiment très très loin du modèle soviétique. Et elle a dit d'ailleurs qu'elle a accepté de faire le film parce qu'elle a adoré l'idée de filmer dans un chantier inachevé, parce qu'elle a dit un chantier, c'est le chaos, et le chaos, c'est un endroit où aucune norme de beauté n'a encore été inventée, donc on peut inventer ses propres normes de beauté. Et c'est un film absolument sublime, extrêmement émouvant, extrêmement beau, qui effectivement invente comme ça un langage cinématographique pour raconter l'éblouissement amoureux dans ce chantier, comme ça, avec des pluies d'étincelles qui tombent un peu de partout. Enfin voilà, c'est vraiment un film absolument incroyable. J'espère que vous pourrez le voir un jour.
Voilà, donc c'est l'idée de Muratova, c'est comme ça qu'elle veut faire du cinéma, c'est en inventant ses propres normes de beauté et en proposant sa propre vision des choses. Donc voilà, elle va se permettre de faire comme ça dans ses films des espèces d'écarts narratifs qui sont qu'elle fait parce que ça lui tient à cœur et elle vous invite à y participer. Et là, je vous propose de regarder un petit extrait des Longs Adieux. C'est le seul qu'on verra. Et c'est un petit extrait qui ne gâchera rien du film que vous verrez tout à l'heure, je vous le promets. Au contraire, j'espère que ça vous donnera envie de le voir. Mais c'est un extrait qui est très parlant, je trouve, pour cette question-là. Donc, c'est un tout petit moment où Zinaïda Charko, qui joue Evgenia Vassilievna, l'héroïne principale, se prépare pour sortir pour un rendez-vous galant. Et son fils adolescent et là, il traîne dans la maison près d'elle, dans l'appartement près d'elle. On regarde. Je sens que vous n'avez jamais fait l'expérience de vous démêler les cils avec une épingle à nourrice, qui était une pratique tout à fait répandue en Union soviétique. Mais effectivement, elle manie ça avec une aisance un petit peu effrayante. Alors, pourquoi est-ce que cette séquence m'intéresse? Alors, en vrai, vous avez vu qu'il y a un petit noir. J'ai laissé un petit noir pour signaler en fait que ces deux séquences sont un tout petit peu écartées dans le film. Vous verrez en fait entre les deux, il se passe quelque chose d'autre. Mais évidemment, elles se répondent, puisque donc on a tout ce moment où il y a le fils avec la mère qui, vous avez vu du coup le merveilleux jeu de Zinaïda Charko qui est incroyable, je trouve, parce qu'elle à la fois, on la voit coquette, inquiète, drôle, un peu mal à l'aise. Enfin, tout ça à la fois est très spirituel, très drôle. Et la relation qu'elle a avec son fils, à la fois tendre et puis ça tiraille un peu, et ça va être un peu un des grands propos du film. Et puis le fils reste tout seul, et on le voit là se balançant sur son fauteuil, et tout d'un coup, alors vous avez vu, presque plus de son, et tout d'un coup on revoit des plans de la mer, mais qui regarde? En fait, alors on pourrait se dire c'est la rêverie du fils. Déjà, c'est un petit peu étrange de se dire que le fils rêvasse à sa mère en train de se maquiller qui est partie, mais pourquoi pas après tout? Sauf que, si vous avez fait attention à où était placée la caméra, par rapport à où est placé le fils pendant la séquence, c'est pas bon, ça raccorde pas. Et d'ailleurs, on le voit très très nettement dans le moment où elle va prendre le binocle de théâtre, parce que le binocle, elle l'avait vraiment tourné vers son fils en disant « Qu'est-ce que tu es devenu spirituel ?» Et vous avez vu qu'avant ça, elle regarde la caméra, droit dans l'objectif, et elle refait sa coiffure. Donc si c'est une rêverie, c'est la rêverie de qui? Bon, alors moi, ma suggestion, c'est que c'est la rêverie de la cinéaste. Voilà. Et ça, c'est quand même assez incroyable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes, surtout à l'époque Union soviétique, qui vont se permettre ça, en fait, de nous dire, rentrez avec moi dans ma tête. C'était quand même magnifique, ce moment, on ne voulait pas qu'on y revienne. Allez, on se fait juste un petit plaisir en reprenant quelques rushs qui n'étaient pas rentrés dans le montage, parce que clairement, ils n'étaient pas rentrés dans le montage, ces axes-là, et je vais quand même les mettre dans le montage. Et là, on arrive à quelque chose d'autre, c'est que Muratova joue souvent avec nous à ça, elle nous fait un peu rentrer dans la salle de montage avec elle. En quoi consiste un montage? Un montage consiste à faire des choix, c'est-à-dire dire, voilà, on va garder ça et on va jeter ça. Et Muratova, elle n'aime pas jeter. Souvent, elle aime les différentes versions. Et donc, au lieu de choisir, en fait, elle va nous montrer les versions. Donc là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait un premier montage de la séquence où on a certains axes sur la mer, certains plans. Mais en fait, ces plans-là qui n'auraient pas dû rentrer, y compris ceux où elle regarde droit dans la caméra, l'actrice. Donc, en fait, c'est pas tout à fait ce qu'on est censé faire dans la fiction. Donc, ça aurait dû tomber au montage. Mais ça lui plaît beaucoup à Muratova. Donc, en fait, elle le remet dans le montage. En disant, en fait, si on va le mettre dans le film. Il y a une autre anecdote que j'aime beaucoup de ce style-là, ça c'est Syndrome asthénique. Dans Syndrome asthénique, il y a un personnage qui s'appelle Masha. Et en fait, elle a casté plein d'actrices. Et donc, elle en a casté deux très différentes, une brune, une blonde. Et en fait, elle les a beaucoup aimées toutes les deux. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gardé les deux. Donc, dans le film, le rôle est dédoublé. Et elle parle très souvent au chœur, ou chacune son tour en finissant les phrases l'une de l'autre. Voilà. Donc, Muratova décide de ne pas faire de choix et de garder les deux. Et vous allez voir que dans certains de ces montages, en fait, elle va, comme ça, s'amuser à vous mettre plusieurs
plusieurs versions d'une même prise ou d'une même réplique jouées sur différents tons par l'acteur. Et au lieu de choisir, en fait, elle va les garder. Alors du coup, moi, j'aime bien dire, il y a un grand philosophe français, Jean-François Lyotard, qui a pas mal écrit sur le cinéma, et il avait dit à un moment donné que certains cinéastes pourraient former un club de préservation et de célébration des chutes, c'est-à-dire ce qui tombe, ce qu'on ne garde pas en montage. Je pense que Mouratova en aurait été membre honoraire. Voilà, parce que chez elle, ça devient tout un art. Et en fait, quelque part, elle nous fait nous asseoir à côté d'elle dans la salle de montage pour nous dire « Ouais, mais c'est pas mal ça aussi, non ? Cette prise-là, elle est bien aussi, non ?» Et ça montre une autre nuance. En fait, on va tout garder. Tu crois pas ? Voilà. Donc, en tant que spectateur, finalement, on devient ses complices. On traverse le film avec elle. Et ça va même aller encore un peu plus loin, d'une certaine manière. Là, je voudrais vous montrer un extrait de Syndrome asthénique, justement, sur un personnage secondaire qui apparaît à un moment donné dans le film, mais qui n'est pas du tout le personnage principal. Donc c'est une femme qui est CPE dans une école. Et on la découvre dans le film parce qu'un des personnages principaux, pour le coup, du film, c'est un enseignant et un écrivain, quelqu'un qui enseigne dans cette école, et qui va tout de suite énormément se disputer avec elle. Et elle est odieuse. Elle est absolument odieuse. Donc en fait, quand on la découvre, on la trouve géniale, mais parce qu'on reconnaît un peu ce personnage comme ça, une espèce de femme qui crie d'un ton suraigu, qui est extrêmement désagréable avec les enseignants, etc., etc. Et puis en fait, là où beaucoup de cinéastes se seraient arrêtés, Mouratova l'accompagne jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle, où elle va retrouver son fils. Je vous laisse regarder le petit extrait où elle est donc à la maison chez elle avec son fils et ce qui se passe après. Juste une petite parenthèse, cette actrice que vous allez voir, c'est une des actrices fétiches de Mouratova et c'est une actrice non professionnelle, Alexandra Svenskaya, mais elle est absolument géniale. Voilà, on regarde. Voilà. Alors voilà, j'étais très heureuse de vous entendre rigoler parce que c'est une séquence très drôle. D'ailleurs, c'est très marrant parce que je viens de me rendre compte, je crois que j'avais pas fait le rapprochement, que le dialogue entre le fils et la mère est assez proche parce qu'il lui demande aussi de l'argent, elle dit aussi non. Voilà. Mais dans une autre modalité que dans Les Longs Adieux. Donc voilà, on voit cette femme qui nous a été présentée comme très antipathique. Là, alors, elle l'est peut-être moins antipathique pendant qu'on la retrouve avec son fils parce qu'on voit qu'il y a une vraie chaleur humaine entre eux, mais en même temps elle mange sa soupe très grossièrement. D'ailleurs l'actrice racontait que Mouratova, c'est la seule fois où Mouratova lui a crié dessus pendant le tournage parce qu'il fallait qu'elle mange la soupe plus vite, de façon encore plus vulgaire. Et puis voilà, quand il lui dit que c'est qui Shakespeare, on n'est pas à l'école, laisse-moi tranquille. Bon voilà, elle n'a pas l'air d'avoir des grandes aspirations intellectuelles ou esthétiques. Et puis tout d'un coup, tout change. Alors elle vient prendre donc son instrument de musique, elle commence à jouer. Et d'abord c'est faux. Et puis, alors si c'était resté faux, on se serait dit la cinéaste se moque un peu d'elle ou pointe encore une fois qu'elle est incapable au fond d'atteindre la beauté. Mais là, c'est pas du tout ce que fait Mouratova. Mouratova décide de mettre toute la puissance de la fiction avec cette musique extra-diégétique qui vient d'abord soutenir, et on entend encore l'instrument qui joue faux, et puis ensuite remplacer par une musique parfaitement bien jouée. Et quelque part, c'est comme si on basculait évidemment dans la tête de cette femme, et on entend ce qu'elle entend, c'est-à-dire que c'est beau, en fait. C'est quelqu'un qui a un sens de la beauté, voilà, auquel finalement la cinéaste nous propose pendant quelques instants d'adhérer. Et ce qui est très très chouette aussi, c'est qu'évidemment il y a ce décor, je parlerai ensuite des décors de Mouratova, ce décor incroyable, rempli d'affaires, et donc ces fameux tapis un peu kitsch et tout ça. Et tout d'un coup, là encore, Mouratova va faire ce montage incroyable où elle nous montre la beauté de ces tapis, en les montant comme ça, en les filmant de près, en montrant leur côté, voilà, finalement, la beauté des motifs. Parce que quand on est loin, on a l'impression que c'est juste voilà, un espèce de décor qui déborde d'objets un peu kitsch. Et en fait, quand on s'approche, ça devient beau. Et donc voilà, c'est ce que j'ai mis. La beauté est dans l'œil du regardeur. Hein. Donc c'est finalement, Mouratova nous dit ça, au fond. Hein. La beauté, c'est quand on adopte le regard de quelqu'un qu'on va découvrir ce qu'est la beauté. Et là encore, ça c'est quelque chose de très très fort dans le cinéma de Mouratova, c'est que c'est un cinéma qui donne toujours de la place aux personnages secondaires. C'est-à-dire que même dans sa manière de construire sa narration, c'est pas juste pour dire voilà les gens se comprennent pas, les gens sont tous différents. Elle a une espèce de manière de faire émerger des personnages secondaires comme des personnages principaux l'espace de quelques instants, qui nous donnent tout d'un coup une vraie vision
de leur âme, qui est assez incroyable. Je pense que vous l'avez déjà vu dans Brève rencontre avec Zina, cette fameuse jeune fille comme ça qui traîne un peu chez Valentina Ivanovna. On ne sait pas trop, elle ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, elle est un peu risible. Et puis tout d'un coup, il y a ce moment où elle va faire un monologue en expliquant qu'elle n'arrive pas à se marier. Et pourquoi ? Et en fait, on voit que c'est quelqu'un d'extrêmement touchant, extrêmement profond, et elle nous émeut, elle nous bouleverse. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment très très caractéristique du cinéma de Muratova. Plus tard, dans sa période de post-soviétique, elle fera un film qui s'appellera Les gens secondaires. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux petites gens et qui aime bien arrêter sa narration, abandonner son personnage principal quelques instants pour aller regarder quelqu'un d'autre, mais qui mérite en fait tout autant. Et qui pourrait en fait être le personnage principal si on le décidait. Et elle nous montre en fait la profondeur du conflit qui anime cette personne ou de ce que traverse cette personne. Et on va la regarder et ce sera le personnage principal quelques minutes et puis après on va le laisser vivre sa vie puis on va retourner finalement vers la narration principale. Voilà, ça c'est quelque chose de très fort. Et donc ici ce personnage complètement secondaire, cette CPE à qui tout d'un coup on laisse le temps de donner cette profondeur incroyable, ça c'est très intéressant. Et Muratova, dans un entretien, a dit un jour, quand on lui posait justement la question de son rapport à ses personnages, elle a dit « mais ce n'est pas avec les personnages que je veux que le spectateur soit en empathie, c'est avec la cinéaste ». Et en fait, je trouve que c'est une très belle réponse parce qu'au fond, quand on regarde ces films, c'est comme si on avait une discussion avec elle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comme si elle nous faisait nous asseoir à côté d'elle, près de la table de montage. C'est comme si là, elle s'adressait à nous. Elle nous disait « oui, bah oui, elle joue faux, mais en fait… » on ne va pas se moquer d'elle, on va plutôt l'accompagner, on va essayer de déceler la beauté dans ce petit geste qu'elle a d'aller vouloir jouer de la musique et on va aller regarder, on va regarder son intérieur complètement autrement et on va comprendre quelque chose de son intériorité. Voilà. Donc sur cette manière de nous faire rentrer dans les subjectivités tout en montrant à quel point c'est difficile de les partager. Alors, ma quatrième thématique, en fait, elle est très bien introduite par l'extrait qu'on vient de voir, avec ces fameux décors débordants. C'est que le cinéma de Muratova, c'est un cinéma haptique, c'est-à-dire c'est un cinéma qui relaie, d'une certaine manière, le toucher. Alors que ce n'est pas normalement un sens qui est si facile que ça à transmettre par le cinéma. Voilà, je vous ai mis quelques exemples, justement, de Brève rencontre que vous venez de voir, avec en particulier voilà, ce très beau moment avec l'assiette brisée, dont Muratova va caresser la brisure, la fêlure, avant qu'on découvre qu'elle est complètement cassée. Et puis évidemment, toute la manière dont elle filme les décors. Alors, je vous raconte ça parce que ça c'est très intéressant. À l'époque, quand Muratova commence, en 67, la mode dans les décors soviétiques, c'est plutôt pour des décors un peu plus dépouillés. Et on va plutôt mettre en valeur la figure humaine, on va éclairer bien le visage, et puis derrière, il ne faut pas qu'il y ait trop de choses, il ne faut pas que ce soit trop polluant pour le regard. Et Muratova va tout de suite prendre le contre-pied. Gennady Karuk, qui était son chef opérateur sur un certain nombre de ses films, et qui a fait son premier long métrage aussi avec elle sur Brève rencontre, racontait ça, que Muratova a déjà choisi des meubles très très massifs, vous vous rappelez ces meubles très massifs, comme ça qu'on voit dans l'appartement de Valentina Ivanovna, et puis il expliquait que tous les matins, Muratova débarquait sur le plateau de tournage avec des objets sous le bras. Et c'était des tasses en porcelaine, des poupées, des livres, voilà, des petites nappes, et qu'elle allait disposer un peu partout dans le décor. Donc voilà, elle avait comme ça, elle mettait sa propre touche très personnelle en fait au décor, et elle le surremplissait pour la norme de l'époque. Et c'est quelque chose qui va rester. Donc là, dans Syndrome asthénique, vous l'avez vu, c'est vraiment incroyable. C'est une espèce d'appart complètement surencombré d'objets. Voilà, et donc c'est quelque chose qui revient et qui est très important pour elle. Alors pourquoi est-ce que les décors et les costumes vont prendre particulièrement de l'importance pour elle ? Il y aura une rencontre très importante dans son parcours, comme quoi l'importance des films pas réalisés. Princesse Marie, en 1976, un film qui ne se fera donc pas. Elle rencontre Rustam Hamdamov. C'est un grand dessinateur et aussi un réalisateur de talent qu'elle prend comme chef costumier sur ce film. Et voilà ce qu'elle dira ensuite. Elle dira... Hamdamov m'a fait comprendre ce que c'était de faire du costume et du décor parce qu'il m'a dit « quand tu fais un collier, il faut qu'on ne voit pas seulement les perles, il faut qu'on voit aussi le fil. » Elle a dit « c'est aussi simple et merveilleux que ça. Pour qu'on comprenne la construction d'un univers, il ne faut pas juste qu'on voit les perles, il faut aussi qu'on voit le fil. » Voilà. Et donc, en fait, elle va devenir une grande amatrice, assez obsessionnelle d'ailleurs, des costumes et des décors dans ses films. Et c'est quelque chose qui est toujours très, très, très travaillé. Et qui va
remplir à la fois, c'est un peu des capharnaüm comme ça qui représentent d'une certaine manière les univers mentaux des personnages, mais qui rend aussi son cinéma très très sensoriel. Alors ça, c'est un exemple. Yevhen Golubenko, c'est son second mari, son veuf aujourd'hui, qui est aujourd'hui malheureusement toujours à Odessa, voilà, sous les bombes. C'est un peintre, ils se rencontrent, ils commencent à travailler ensemble, il va d'abord être décorateur, simple décorateur sur ses films, puis chef décorateur, puis directeur artistique sur ses films, et ils vont jusqu'à la fin de la vie collaborer de façon très, très, comme ça, très soudée sur les films de Muratova. Il sera même scénariste sur certains de ses films, co-scénariste. Et dans 3 histoires, il y a un épisode qui est tourné dans l'appartement en fait de Muratova et Golubenko. Donc en fait, ils vivaient vraiment comme ça. C'est leur décor, avec plein de tableaux de Golubenko sur les murs. C'est quand je suis rentrée chez eux, je me suis dit je suis dans 3 histoires. Voilà. Donc c'était vraiment comme ça. On voyait ce décor hyper débordant et qui continue à poursuivre en fait, à se poursuivre dans le cinéma de Muratova. Et on voit en fait les tissus, la surface des tissus, etc., etc. Un autre exemple, c'est dans L'Accordeur, qui est un film de 2004, mais qui est un film en noir et blanc. Elle a fait à un moment donné 2 films en noir et blanc dans l'époque plus récente. Et voilà, on voit en fait le décor, par exemple, où vivent les personnages principaux, qui est un espèce de décor pareil débordant, et dans lequel en fait on retrouve des éléments de plusieurs films précédents. Donc en fait, ça devient aussi une sorte de capharnaüm qui se transporte comme ça de film en film avec des objets restés des films précédents et qui va revenir. Et puis il y a toute la gestuelle amoureuse, par exemple, qui va venir aussi pour raconter les émotions par le toucher. Donc là, ce moment très très beau où l'homme amoureux remaquille la femme qu'il aime. Et justement, sur cette hapticité, je vous propose qu'on regarde le tout début de L'Accordeur, qui est une séance assez incroyable. Et vous allez voir, vous regardez alors évidemment le jeu des acteurs, mais aussi les décors et les costumes. Ça, c'est assez incroyable. Et peut-être juste avant qu'on le lance, je voulais vous dire que l'actrice que vous allez voir, c'est la même Nina Ruslanova, qui a été révélée par Muratova dans Brève rencontre, où elle joue Luba, donc la jeune femme de la campagne. Et là, vous allez la retrouver, elle a pris quelques années, on est en 2004, mais elle est toujours aussi incroyable comme actrice. Voilà. Alors, vous avez peut-être déjà deviné la suite, évidemment, ce n'était pas l'homme de la petite annonce. Et elle va se faire voler de l'argent. Ça, c'est aussi quelque chose que Muratova aime beaucoup raconter. Ces petites, c'est les escrocs, les escroqueries, la difficulté en fait à déceler derrière justement le masque de l'autre, vu qu'on a du mal à le comprendre. Est-il honnête, est-il bienveillant, etc., etc. Mais ce qui m'intéresse beaucoup évidemment dans ce début, c'est ce moment incroyable avec ces panneaux de petites annonces, avec leurs petits, les petits bouts de papier, la connaissance arrachée qui tremblent dans le vent. Et évidemment, cette coiffe absolument improbable, on est en 2004, ça se passe à l'époque de l'époque contemporaine, donc 2004, cette coiffe complètement improbable, on dirait que c'est une actrice de cinéma muet, mais en même temps, voilà, ces petites perles qui tremblent exactement au même rythme. Et donc tout ça, le décor et le costume viennent évidemment nous raconter, extérioriser quelque chose de cette espèce d'affolement et de tremblement intérieur de cette femme, et évidemment qui font qu'on est immédiatement totalement attendri par son état, par son trouble, par l'erreur qu'elle est en train de commettre que nous voyons, et dont évidemment elle ne se rend pas du tout compte. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment très très caractéristique de la manière dont Muratova pense le costume et les décors, et voilà, dont elle le rend très présent et narrativement important. Un autre petit exemple, c'est dans les motifs tchécoviens où ça se passe dans une famille assez modeste, enfin toute la première partie du film, et en fait, par exemple, sur tous les murs, il y a des tableaux avec des dictons en russe, vraiment les uns plus kitsch que les autres, et c'est la même chose de nouveau, c'est-à-dire que c'est à la fois un objet très kitsch, et à la fois Muratova arrive à le faire exister, à lui donner du sens et une valeur par rapport à ce qui se passe dans la famille, par rapport à ce qu'on comprend d'eux, de leur vie, etc. Alors, mon 5e point, c'était le réel, le théâtre, le conte, l'opéra et le réel. Alors l'opéra, je vous en ai déjà un petit peu parlé, je vais y revenir. Donc cette manière dont Muratova comparait son cinéma à l'opéra en disant « je fais les choses parce que c'est beau et pas parce que c'est réaliste ». Mais c'est quelqu'un qui va beaucoup être travaillé aussi par cette question du rapport au réel ou à la fiction.
Donc, par exemple, ça, c'est un film beaucoup plus tardé, donc 2007, 2 en 1. Ça commence très fort, puisqu'on a on a une scène de théâtre sur laquelle monte cet homme qui est en fait un homme de ménage. On s'en rendra compte ensuite, et qui sort et qui va commencer à déclamer être ou ne pas être sur la scène. Et il y a un décor totalement factice derrière lui, et un vrai pendu derrière qu'on aperçoit au fond de l'image. Et donc il y a tout le temps ce tiraillement entre vrai et faux. Et dans ce film en particulier, il y a un moment assez incroyable où en fait on est sur une scène théâtrale, et on commence à regarder une représentation théâtrale, et puis tout d'un coup elle se creuse et on se retrouve dans un univers tridimensionnel, et puis on est dans l'univers du récit qui est raconté. On bascule dans du cinéma pur alors qu'on était dans du théâtre. Donc voilà, elle est toujours en train de jouer sur ces codes-là. Voilà, ça c'est le moment où on bascule. Voilà, au début c'est vraiment un décor de théâtre, c'est plat, et puis tout d'un coup on bascule et on est sur l'escalier, donc on voit l'intérieur. Elle se réfère aussi énormément au conte. Son premier film, donc qui est réalisé en fait au moment de la chute de l'URSS en 91, Le milicien amoureux, commence par un milicien qui trouve un enfant dans un chou. Voilà, donc on peut pas faire plus conte que ça, hein. Et dans Mélodie pour orgue de barbarie, dont je vous ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, il y a à un moment donné la très célèbre actrice Renata Litvinova qui apparaît, enfin actrice, scénariste, réalisatrice. C'est Muratova qui l'a révélée comme actrice. Et là, elle apparaît sous les attraits d'une fée, d'une marée, la marraine magique de Cendrillon ou quelque chose comme ça. Sauf qu'elle sera parfaitement inefficace. Mais il y a comme ça des motifs qui se répètent. Voilà. Et alors les fameuses opéras, donc c'est les fameuses rimes sonores et visuelles dont je vous parlais tout à l'heure. Et Muratova est assez obsédée par la figure gemellaire du jumeau. Et donc dans tous ces films, il y a des jumeaux à un moment donné. Et donc c'est différentes versions. Alors là, c'est des jumelles qui apparaissent à la fin de l'accordeur. Et Parmi les pierres grises, c'est pas vraiment des jumelles, mais c'est une petite fille et une poupée qui se ressemblent de façon un peu inquiétante. Voilà. Et donc il y a quelque chose comme ça aussi de la rime visuelle qu'elle travaille à travers cette figure gemellaire. Et comme on l'aura compris, c'est quelqu'un qui adore les répétitions et les variations, exactement, effectivement, comme à l'opéra. Et elle poussera cette logique-là vraiment jusqu'à son paroxysme avec son tout dernier film, qui s'appelle L'Éternel Retour. Pour la petite anecdote, en fait, au départ, elle avait écrit, elle et Evgen Golubenko et puis un autre scénariste, ils avaient tous écrit ensemble 4 nouvelles, enfin 4 petits scénarios courts-métrages, et le film qu'ils voulaient faire devait se composer de 4 en fait, ciné-nouvelles, sauf qu'il n'y avait pas assez d'argent. Et donc Muratova abandonne l'idée en disant en fait ce que je vais faire, c'est que je vais tourner plein de versions de la même histoire. Et donc en fait elle prend un petit scénario de court-métrage et elle le fait rejouer par tous ses acteurs fétiches, par binôme comme ça, dans des décors à peine différents, mais donc ça coûte très très peu cher parce que tout ça est fait en studio, vraiment avec très peu de décors, comme on peut le voir là. Et voilà, tout le film ce sont des variations. Et voilà, qu'on a le plaisir comme ça de revoir et de voir comment chacun en fait interprète un peu différemment les mêmes répliques. Donc c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec Changement de destinée. Et ce tiraillement entre réel et fiction, elle va aussi le traverser en faisant par exemple travailler ensemble des acteurs professionnels et des acteurs non professionnels. Ça c'est un des passage de 3 histoires. 3 histoires, c'est un film composé justement de 3 petites ciné-nouvelles où on voit donc Sergei Makovetsky, c'est un grand acteur russe très connu, et elle fait jouer avec lui en binôme Léonid Kouchnir, qui est un acteur non professionnel qui joue dans tous ses films et qui a tendance un peu à crier quand il joue. Et elle raconte après elle-même très amusée que ça l'amuse beaucoup parce qu'elle dit il y a Kouchnir qui se met à hurler, Makovetsky qui comprend pas, qui est complètement désarçonné, qui se met à crier lui aussi, parce qu'il se dit mais je fais quoi? Et donc elle, ça l'intéresse beaucoup plus que va produire du coup Makovetsky en étant comme ça désarçonné, troublé, parce qu'il n'est pas à sa place habituelle d'acteur célèbre. Et donc voilà, finalement, elle va former comme ça des duos pour créer des tiraillements très forts entre réel et fiction. Et voilà, un autre exemple très intéressant, c'est dans Passion. Est-ce que j'ai encore le temps? J'ai pas forcément le temps de vous montrer l'extrait. Moi, je vais juste un petit peu vous raconter le film. C'est un film où en fait tout se passe là où il y a des courses de chevaux.
Et donc, en fait, il y a des longs plans, comme ça, on filme les chevaux, etc. etc. Et puis, au milieu de tout ça, va surgir une circassienne qui porte un tutu blanc. Et donc, en fait, elle va comme ça traverser des décors très, très réalistes. Et puis, des plans de chevaux. Les chevaux, ça joue pas. Les animaux, ça joue pas. Ça existe au cinéma. Et donc, voilà, il y a aussi un tiraillement comme ça très fort qui va exister entre cette jeune femme, celle qui l'accompagne, qui est jouée là aussi par Renata Letinova, qui est très particulière, qui est une espèce d'infirmière un peu folle, très maniérée, et le lieu où ça se passe. Donc voilà, donc ça c'est toujours la manière dont Muratova procède. Mon dernier point, le cinéma ne changera pas le monde. C'est que oui, Muratova, elle n'est pas dans les illusions dans lesquelles étaient probablement beaucoup en fait de cinéastes soviétiques. Vous savez que le principe du réalisme socialiste, qui a été à un moment donné élaboré comme une doctrine pour les arts soviétiques, c'était rendre le monde meilleur par le truchement de l'art. Éduquer l'âme des spectateurs pour les rendre meilleurs, eh bien évidemment Muratova s'inscrit complètement faux par rapport à cette conviction-là, et elle va le montrer de façon très puissante dans Syndrome asthénique. Donc je voudrais qu'on regarde cet extrait-là. Je vous ai dit que dans Syndrome asthénique, il y a un film dans le film. Donc en fait, on a une première quarantaine de minutes de film noir et blanc. Donc on croit qu'on est parti dans un film. C'est l'histoire de cette femme qui est une veuve, voilà, éplorée, qui se met dans des états de rage absolue, qui refuse toute la société autour d'elle parce que son mari est mort et qu'elle ne sait pas comment vivre sans lui. Et puis tout d'un coup, on se retrouve dans une salle de cinéma, la projection se termine, et je vous laisse regarder. Donc du coup, ce sera le dernier extrait, le numéro 8, sauf erreur de ma part. Voilà, on est achevé avec évidemment ce régiment qu'on n'a pas vraiment décelé. On a cru qu'il restait encore quelques spectateurs dans la salle. En fait, non, c'était un régiment qui attendait l'ordre pour se lever comme un seul homme et sortir. Bon, voilà, alors vous voyez bien l'humour assez féroce de Muratova dans cette séquence. D'ailleurs, elle s'inclut dedans, dans la liste des grands cinéastes dont il faudrait parler, et en fait, dont personne n'a envie de parler. Donc, German, Sokourov, Muratova, le cinéma sérieux dont il faudrait parler. Puis on voit que vraiment, ça pourrait pas tomber plus à côté. Et voilà, il y a cette petite scénette très drôle et décalée, à la fois touchante, de cette femme qui regarde cet homme qui a vraiment un visage qui ressemble pas du tout à un ange, mais elle, c'est ce qu'elle voit. Vous voyez, encore une fois, les subjectivités. Son visage ressemble à celui d'un ange. Et puis voilà, les gens se battent dans la salle, enfin vraiment aucun effet. Et celui qui est endormi dans une des premières rangées, c'est le personnage principal de la deuxième partie du film, mais qui donc n'a pas vu le film d'avant. Donc vraiment, c'est l'échec du cinéma à changer le monde est absolu. Et vraiment, cette ironie-là, très très forte, elle va la garder. Dans Mélodie pour orgue de barbarie, il y a une très longue séquence qui se passe dans un grand mall, dans une espèce de supermarché, hypermarché. Il y a un cinéma à l'étage, et en fait, on entend annoncer qu'il y a le film précédent de Muratova qui passe aussi à un moment donné dans les haut-parleurs. Donc ça, c'est la petite blague, elle va la mettre dans la bande-son, comme ça, pour ceux qui y feraient attention. Et à la fin de l'Éternel Retour, donc je rappelle son tout dernier film, donc je vous avais dit, c'est plein de variations d'une même scène entre différents acteurs, dans des décors légèrement différents. Et en fait, à la toute fin du film, on découvre que tout ça, c'est des rushs, des essais qui ont été tournés par un réalisateur qui est mort avant de finir le film. Et en fait, ils sont projetés à un industriel par le producteur du film qui espère trouver de l'argent pour finir le film, et l'industriel regarde et dit non mais merci beaucoup, mais vraiment non, ça m'intéresse pas du tout d'investir là-dedans. Donc d'une certaine manière, Muratova nous aura fait voir un film qui n'existe pas, enfin qui ne sera jamais terminé parce que personne n'a envie vraiment de le voir ni d'investir dedans. Donc vous voyez, il y a quand même cette thématique, elle va la garder totalement jusqu'au bout. Alors c'est à la fois une ironie assez féroce, mais vu son vécu, on le comprend tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui a passé un certain nombre d'années à voir ses films qui n'étaient quasiment vus par personne, donc jusqu'à ce que ces films soient enlevés de l'étagère au moment de la réhabilitation. Et puis ensuite, par contre, elle a été soutenue, elle a été fêtée, je dirais, dans tout l'espace post-soviétique comme une grande cinéaste. En revanche, c'est l'Occident qui a eu un peu plus de mal avec elle, parce que peut-être on a découvert ses films à contre-temps. En fait, on a découvert en 87-88 les films qu'elle avait fait 20 ans plus tôt, alors qu'elle était déjà partie assez loin. Et ses films suivants ne sont pas du tout systématiquement sortis en Occident, n'ont pas forcément été montrés. Et même si, voilà, il y a eu, heureusement, La Rochelle, il y a eu la grande rétrospective à la Cinémathèque française, j'ai beaucoup effectivement œuvré pour qu'elle puisse avoir lieu. Donc aujourd'hui, c'est une cinéaste, je pense, dont le nom est un peu plus connu, mais malgré tout, je pense que cette position très singulière qu'elle a fait aussi justement qu'on a parfois du mal à l'inscrire dans une histoire du cinéma, mais qu'il faut le faire parce que je pense que je vous ai convaincu, c'était une très grande cinéaste.
Mais sa manière de se tenir de côté, c'était aussi une forme d'indépendance d'esprit. Parce qu'elle disait, quand on lui disait pour qui faites-vous vos films ? Et elle disait toujours, je les fais d'abord pour moi. Ensuite, je l'ai fait pour Eugenia, donc c'est le diminutif de son mari en fait, parce qu'elle disait que c'est toujours le premier que je regarde à la fin d'une prise pour voir si lui aussi il est content de ce qu'on a filmé. Et elle dit après, si ça plaît aux autres, tant mieux, mais si ça plaît pas aux autres, tant pis. Et il y a un entretien où elle va citer des vers de Maïakovski, que je trouve très beau, qui résume, je trouve très bien, cette position singulière, à la fois très forte. Et ce que je vais me permettre de faire du coup, c'est que je vais vous le mettre en français et vous le lire en russe. «Я хочу быть понят своей страной, а не буду понят, что ж, над родной страной я пройду стороной, как проходит косой дождь». Voilà. Merci. Merci. Merci Eugénie pour cette très belle conférence et merci pour votre travail de passeur de cinéma et de cinéaste ici en France. On a quelques minutes pour poser quelques questions. Oui, j'arrive. Merci pour cette conférence passionnante. Comment se fait-il qu'elle ait pu être tout simplement financée par le régime, étant donné qu'elle est complètement à côté, quoi, évidemment pas, même pas question de propagande. Enfin, ça n'a strictement rien à voir avec un film soviétique, quoi. Donc, Oui, c'est une très bonne question, bien sûr. En fait, c'est très difficile de comprendre ce système, parce que c'est un système qui est complexe. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir aussi à ça et à travailler dans les archives, etc. Alors, c'est quelqu'un qui obtient un diplôme de réalisatrice et qui va être affecté à un studio. À partir du moment où elle est affectée à un studio, donc elle y est, le studio doit faire en fait un certain nombre d'unités de films par an, c'est-à-dire qu'il a... c'est comme les plans quinquennaux, si vous voulez, mais c'était pour les studios. Après, évidemment, plus ça allait, moins, malheureusement, on l'a laissé faire de films. Mais à un moment donné, en fait, c'est quelqu'un à qui on paye un tout petit salaire mensuel. Et donc, on veut le faire travailler, en fait. Donc, voilà. Et puis, c'est un cinéma qui, malgré tout, laissait malgré une petite marge pour des cinéastes comme ça. C'est très intéressant. C'est Martine Godet qui a fait un très chouette livre qui s'appelle Le cinéma soviétique. Justement, elle a travaillé beaucoup sur le cinéma de cette époque-là, qui s'appelle La pellicule et les ciseaux. Et elle a été interrogée Igor Sketchkov, qui était un rédacteur du Goskino, justement. Donc, c'était un censeur, en fait. Et qui expliquait ça, qui disait, voilà, ma table, admettons, c'est le cinéma soviétique. Quel espace on peut laisser pour des gens comme Muratova, comme Parajanov, parce qu'elle n'était pas toute seule à faire des films très, très atypiques. Et il a montré un petit coin de table en disant, bon, on pouvait leur laisser ça. Voilà. Parce que la singularité aussi du système soviétique, c'est que comme le gain financier n'était pas du tout un moteur, il y avait tout un tas d'autres éléments qui pouvaient rentrer en ligne de compte et qui pouvaient faire qu'en fait, tout d'un coup, c'était le tour de un tel ou un tel, même si voilà, c'était un cinéma dont on n'était pas sûr qu'il allait aboutir sur les écrans. Par exemple, Les Longs Adieux, le film que vous verrez tout à l'heure, ils n'autorisaient pas le démarrage de la pré-production, en fait, parce qu'ils n'arrêtaient pas de l'embêter sur le scénario. Et puis, il y a eu une épidémie de peste à Odessa. Et donc, en fait, leur plan de travail a été complètement fichu. Et donc, ils ont dit, ben là, vas-y, tu veux tourner ? Tourne. Et donc, elle a eu le droit, à ce moment-là, de tourner, par exemple. Voilà. Donc, et puis, je pense qu'à chaque nouveau film, il y a eu une espèce de petit espoir de dire, non, mais là, cette fois, elle va faire les choses correctement. Comme je vous disais, en la repoussant comme ça, tu vas faire un film pour enfants, etc. Mais voilà, et effectivement, malgré tout, elle n'en a pas fait beaucoup, hein, parce qu'elle a fait... Brève rencontre, Les Longs Adieux, En découvrant le vaste monde, Parmi les pierres grises, et puis ça s'arrête jusqu'à la réhabilitation. Voilà. Donc, elle n'en aura pas fait énormément. Mais voilà, malgré tout, on pouvait laisser une forme de marge de manœuvre, tout en censurant énormément. Et curieusement, parfois, pour le studio, c'était plus simple de ranger le film au placard, hein, donc, comme on dit, de le mettre sur l'étagère, que de faire un grand scandale autour du film. Parce que, en fait, si le film ne sortait pas, malgré tout, ça faisait une unité de production. Alors que si on faisait un grand scandale, en attirant trop d'attention sur un film, et ben, finalement, c'est là qu'on avait plus d'ennuis. Voilà, donc c'est un système très complexe, mais qui a permis, malgré tout, à des cinéastes comme elle d'exister, mais très, très difficilement, évidemment. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ? Pardon, j'ai été trop longue dans ma... Non, du tout. Oui.
Oui, bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous... Bon, si on cherche un peu des filiations avec les cinéastes français européens, là, qui s'est inscrit dans la suite un petit peu de son travail? Dans la suite, en fait, ça va être difficile. Comme j'ai dit, elle n'a pas fait école, donc il n'y a pas vraiment de suite. Après, par contre, quand on regarde son cinéma, je pense qu'on ne peut pas ne pas penser à Godard, par exemple, parce que quelqu'un qui, entre autres, se permet de monter de façon extrêmement libre. Et d'ailleurs, Godard, dans je ne sais plus quel film, malheureusement, j'ai oublié, il y avait un film où il a voulu la filmer, parce que quand il a découvert son cinéma, il a adoré. Et il a voulu la filmer, et elle avait d'abord dit oui, puis finalement elle a refusé de se faire filmer par lui. Et donc il y a un de ces films où il se retourne et il dit bonjour Madame Mouratovin. Voilà, donc il y a un petit clin d'œil. Donc voilà, je dirais que s'il y a un parallèle à faire, ce serait probablement celui-là, même si dans la fin de l'œuvre de Godard, on est quand même très loin de ce que faisait Mouratova, qui est quand même resté beaucoup plus dans des fictions, beaucoup plus identifiables comme fiction, malgré tout. Mais oui, je pense qu'en particulier dans les débuts, il y a une vraie proximité. Eh bien, je pense que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Eugénie. Merci.